Bonjour, bienvenue sur la voie de Morgane. Rebonjour. Allez, je reviens pour la lecture des 4 filles du Dr March. Je vais essayer de terminer, mais je ne suis pas certaine. Voilà, j'espère que vous allez bien et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Alors, chapitre 21, Monseigneur et Madame. Je voulais juste vous préciser, parfois vous pouvez imaginer que j'essaie de faire un mauvais accent allemand et c'est sûrement le rendu abominable que ça donne, mais c'est simplement que je lis comme c'est écrit avec des F à la place des V et voilà ce qui donne de toute façon un accent d'une certaine façon. Je tenais à vous le préciser parce que s'il y a bien une chose que je ne sais pas faire et que j'ai pas vraiment envie de faire, c'est les accents. Je peux éventuellement imiter les façons de parler et encore je le fais vraiment très mal. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et à tout à l'heure après cette lecture. J'allais éteindre la vidéo. Je ne suis pas là. Je reviens. Pardon. Chapitre 21. Monseigneur et Madame. S'il vous plaît, Madame Maman, vous pourriez me prêter ma femme pour une demi-heure. Les bagages sont arrivés et j'ai mis sans dessus-dessous les parures parisiennes d'Amy en essayant de mettre la main sur un objet dont j'avais besoin, dit Laurie en revenant le lendemain, trouvant Madame Laurens assise sur les genoux de sa mère comme si elle était redevenue le bébé. Certainement. Vas-y ma chérie, j'oublie que tu as une autre maison que celle-ci. Et Madame March étreignit la main blanche qui portait l'alliance comme pour demander pardon de sa convoitise maternelle. Je ne serais pas venue si j'avais pu faire autrement, mais je ne peux rien faire sans ma petite femme, pas plus qu'une girouette sans vent, suggéra Joe, alors qu'il s'était interrompu à la recherche d'une comparaison. Joe avait retrouvé son impertinence depuis que Laurie était revenue. Exactement. Amy me fait pointer plein ouest la plupart du temps, avec de temps à autre une rafale vers le sud et je n'ai pas pointé un seul moment vers l'est depuis que je suis mariée. Je ne sais rien du nord, mais je suis parfaitement sain et doux. Pas vrai, madame ? Temps superbe jusqu'à maintenant. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j'ai peur des tempêtes parce que je suis en train d'apprendre à mener ma barque. Viens chérie, je vais trouver ton tire-botte. Je suppose que c'est pour ça que tu fouilles dans mes affaires. Les hommes sont tellement impotents, maman, dit Amy d'un air de matrone qui réjouit son mari. Qu'est-ce que tu vas faire une fois que vous serez installés demanda Joe en boutonnant la cape d'Amy comme elle boutonnait autrefois son tablier. Nous avons des projets, nous ne voulons pas encore en parler parce que c'est vraiment tout nouveau. Mais nous n'avons pas l'intention de rester oisifs. Je vais me mettre à l'ouvrage avec une ardeur qui va ravir grand-père et lui prouver que je ne suis pas un enfant gâté. J'ai besoin de ça pour ma stabilité. Je suis fatiguée de flâner et je suis décidée à travailler comme un homme. Et Amy, que va-t-elle faire demanda Madame March, satisfaite de la décision de Laurie et de l'énergie avec laquelle il en parlait. Après nous être acquittés des mondanités aux alentours et avoir fait prendre l'air à notre plus beau bonnet, nous vous étonnerons par l'élégant salon de notre demeure, la société brillante que nous y attirerons et l'influence bénéfique que nous exercerons sur le monde en général. C'est à peu près ça, non, Madame Récamier demanda Laurie à Amy avec un regard interrogateur. Le temps nous le montrera. Viens, impertinence, et ne choque pas ma famille en me donnant ce genre de nom devant eux, répondit Amy, décidée à ce qu'il y eût un foyer abritant une bonne épouse avant de diriger un salon comme une reine du monde. Comme ces enfants ont l'air heureux ensemble, observa M. March, ayant du mal à s'absorber dans son Aristote après le départ du jeune couple. Oui, je pense que cela va durer, ajouta Madame March avec l'air détendu d'un capitaine qui a mené son vaisseau à bon port. Je sais que oui. Heureuse Amy, soupira Joe avant de se fendre d'un sourire éclatant lorsque le professeur Bear ouvrit le portail d'une poussée impatiente. Plus tard dans la soirée, une fois tranquillisée au sujet du tire-botte, Laurie dit brusquement à sa femme qui voltigeait dans toute la pièce pour arranger ses nouveaux trésors d'art « Madame Laurens, monseigneur, cet homme a l'intention d'épouser notre Joe. J'espère bien, pas toi, chérie ?» Eh bien, mon amour, je le trouve formidable, dans tous les sens de ce terme expressif, mais j'aimerais qu'il soit un peu plus jeune et beaucoup plus riche.
Écoute Laurie, ne sois pas si tatillon et matérialiste. S'ils s'aiment, l'âge n'a pas la moindre importance, ni la pauvreté. Les femmes ne devraient jamais se marier pour l'argent. Amy s'interrompit net au moment où ces mots lui échappèrent, et elle regarda son mari qui répondit avec une malicieuse gravité. Certainement pas, même si on entend parfois de charmantes jeunes filles dire qu'elles le feront. Si j'ai bonne mémoire, tu pensais autrefois qu'il était de ton devoir de faire un beau mariage. Ça explique peut-être que tu aies épousé un bon à rien comme moi. Oh, mon chéri d'amour, ne dis jamais, jamais des choses pareilles. J'avais oublié que tu étais riche quand j'ai dit oui. Je t'aurais épousé même si tu n'avais pas eu un penny, et je souhaite parfois que tu sois pauvre pour te montrer à quel point je t'aime. Et Amy, qui était très digne en public et très affectueuse en privé, lui donna des preuves convaincantes de la véracité de ses paroles. Tu ne penses pas vraiment que je suis la créature intéressée que j'essayais d'être dans le passé, si? Ça me briserait le cœur que tu ne crois pas que je serais heureuse d'être dans le même bateau que toi, même si tu devais ramer sur le lac pour gagner ta vie. Suis-je un idiot et une brute? Comment pourrais-je le penser alors que tu as refusé un homme plus riche que moi, un homme plus riche pour moi, et que tu ne me laisses pas te donner la moitié de ce que je veux maintenant, alors que j'en ai le droit? Des filles le font tous les jours, les pauvres, et on leur apprend à penser que c'est leur seul salut. Mais on t'a mieux éduqué, et même si j'ai tremblé pour toi à une époque, je n'ai pas été déçue, car la fille a été fidèle aux enseignements de la mère. C'est ce que j'ai dit à maman hier, et elle a eu l'air aussi heureuse et reconnaissante que si je lui avais donné un chèque d'1 million à distribuer aux bonnes œuvres. Vous n'écoutez pas mes considérations morales, Madame Lawrence. Et Laurie s'interrompit car Amy avait un regard absent, bien que fixé sur lui. Si, et j'admire la fossette de ton menton en même temps. Je ne veux pas que tu en tires vanité, mais je suis plus fière de mon beau mari que de tout son argent. Ne ris pas, mais ton nez est un tel réconfort pour moi. Et Amy caressa l'appendice bien dessiné avec une satisfaction artistique. Laurie avait reçu de nombreux compliments au cours de sa vie, mais aucun qui lui plut autant, comme il le montra expressivement, même s'il rit du goût particulier de sa femme qui lui demanda lentement « Je peux te poser une question, mon chéri ?»« Bien sûr que oui. »« Ça te fera quelque chose si Joe épouse M. Baird ?»« Oh, c'est ce qui t'inquiète, c'est ça ? Je me disais qu'il y avait quelque chose dans la fossette qui ne te plaisait pas. Comme je ne suis pas le chien dans la mangeoire, mais l'homme le plus heureux de la terre, je t'assure que je pourrais danser au mariage de Joe le cœur aussi léger que mes souliers. Tu en doutes, ma amie ? » Amy leva les yeux vers lui et fut satisfaite. Sa dernière petite pointe de jalousie disparut à jamais et elle le remercia, le visage plein d'amour et de confiance. « J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour ce génial vieux professeur. Ne pourrait-on pas inventer un riche parent qui aurait l'obligeance de mourir là-bas en Allemagne et qui lui laisserait une jolie petite fortune ?» s'interrogea Laurie quand ils se mirent à arpenter le long salon, bras dessus, bras dessous, comme ils adoraient le faire en mémoire du jardin du château. Joe le découvrirait et gâcherait tout. Elle est très fière de lui tel qu'il est et elle a dit hier qu'elle pensait que la pauvreté était une belle chose. Brave fille. Elle pensera différemment quand elle aura pour mari un homme de lettres et une douzaine de petits professorènes et professorines à faire vivre. N'intervenons pas maintenant, mais guettons l'occasion et donnons-leur un coup de main en douce. Je dois à Joe une partie de mon éducation et elle pense qu'on doit payer honnêtement ses dettes, alors je la rembourserai ainsi. Comme c'est merveilleux de pouvoir aider les autres, n'est-ce pas ? Ça a toujours été un de mes rêves, d'avoir le pouvoir de donner librement et grâce à toi, ce rêve est devenu réalité. Oh, nous ferons beaucoup de bien, n'est-ce pas ? Il y a une sorte de pauvreté à laquelle j'aime particulièrement apporter mon aide. On s'occupe des mendiants purs et durs, mais ça se passe moins bien pour les gens de bonnes familles pauvres, car ils ne demandent rien et les gens n'osent pas leur faire la charité. Il y a pourtant 1000 façons de les aider, si l'on sait seulement comment le faire avec délicatesse pour qu'ils ne s'en offensent pas. Je dois dire que je préfère rendre service à un gentleman ruiné qu'à un mendiant bonimenteur. J'imagine que j'ai tort, mais c'est vrai même si c'est plus difficile. Parce qu'il faut être un gentleman pour le faire, ajouta le second membre de cette société d'admiration domestique. Merci, j'ai bien peur de ne pas mériter ce joli compliment. Mais j'allais dire que pendant que je me promenais partout à l'étranger, j'ai vu bon nombre de jeunes gens talentueux faire toutes sortes de sacrifices et supporter de véritables privations pour pouvoir réaliser leurs rêves. Des gens épatants pour certains, qui travaillaient comme des héros, pauvres et sans amis, mais si pleins de courage, de patience et d'ambition que j'avais honte de moi et rêvais de leur donner un vrai coup de main. C'est aider ces gens-là qui apporte de la satisfaction, parce qu'ils ont
Parce que s'ils ont du génie, c'est un honneur d'être autorisé à leur rendre service afin qu'ils ne soient pas perdus ou révélés trop tard à cause d'un manque de combustible pour continuer à faire bouillir la marmite. S'ils en sont dépourvus, c'est un plaisir de réconforter les pauvres airs et de les protéger du désespoir lorsqu'ils le découvrent. Oui, c'est vrai. Il y a une autre catégorie d'individus qui ne peut pas se quémander et qui souffrent en silence. J'en sais quelque chose parce que j'en faisais partie avant que tu ne fasses de moi une princesse, comme le roi avec la mendiante dans cette vieille histoire. C'est difficile pour les filles ambitieuses et elles voient souvent filer leur jeunesse, leur santé et de précieuses occasions par manque d'un petit coup de pouce au bon moment. Certaines personnes ont été très gentilles pour moi et chaque fois que je vois des filles peiner comme nous autrefois, j'ai envie de tendre la main et de les aider, comme on m'a aidé. « Et tu le feras en bon ange que tu es », s'écria Laurie, décidant, rayonnant d'un zèle philanthropique, de créer et fonder une institution au seul bénéfice de jeunes femmes aux penchants artistiques. Les riches n'ont pas le droit de rester assis là et de s'amuser ou de laisser l'argent s'accumuler pour que d'autres le gaspillent. Il est bien moins sensé de laisser un gros héritage en mourant que de le dépenser judicieusement de son vivant et d'avoir le bonheur d'en faire profiter d'autres. Nous passerons du bon temps et ajouterons du charme à notre propre plaisir en offrant à d'autres d'une généreuse part. Seras-tu une petite Dorca circulant pour vider un grand panier de réconfort et le remplir de bonnes actions ? De tout mon cœur, si tu es un brave Saint-Martin et que, chevauchant vaillamment dans le monde entier, tu t'arrêtes pour donner la moitié de ton manteau aux mendiants. C'est entendu, et nous n'en serons que plus heureux. Le jeune couple se mit donc d'accord d'une poignée de main et ils continuèrent d'arpenter le salon joyeusement, avec le sentiment que leur agréable demeure était devenue davantage un foyer parce qu'ils espéraient en illuminer d'autres, croyant que leurs pieds marcheraient plus droit sur le sentier fleuri qui s'étendait devant eux s'ils en aplanissaient de plus accidentés au bénéfice d'autres pieds et sentant leur cœur plus étroitement entrelacé par un amour qui leur rappelait tendrement ceux qui avaient moins de chance qu'eux. C'est sans doute pour me faire une critique sur ce que j'ai dit sur le mécénat plus tôt. Et pourtant, tel qu'il est conçu par certains, j'ai du mal à changer de point de vue. Même si j'ai bien conscience qu'à travers l'histoire, quand la solidarité devait être obligatoirement mais en fait c'est faux. Je sais pas, je suis en pleine réflexion et donc quand je réfléchis, je peux pas parler. En fait, il y a plusieurs choses à dire, mais et comme tout est très inextricable, c'est difficile d'exposer simplement mais je reste persuadée de ce que j'ai dit avant. Ça n'empêche qu'il y ait des mécènes qui soient bien intentionnés et qui veuillent faire le mieux sans doute, mais voilà, Louis Guillou, Simone Veil et Camus seraient plus mon axe. Voilà, c'est tout. Et aujourd'hui,
Enfin non, je n'ai pas envie de m'exprimer. J'ai trop pleuré aujourd'hui pour pouvoir réfléchir à l'esprit clair, tout simplement. Daisy et Demi. Chapitre 22. Je n'aurais pas l'impression d'avoir fait mon devoir d'historienne de la famille March si je ne consacrais pas au moins un chapitre à ces deux membres les plus précieux et importants. Daisy et Demi avaient maintenant atteint l'âge de raison, car à cette époque où tout va vite, les bébés de 3 ou 4 ans revendiquent des droits et, de surcroît, les obtiennent, contrairement à la plupart de leurs aînés. S'il y a jamais eu une paire de jumeaux courant le danger d'être gâtés par trop d'adoration, c'était bien ces babilleurs de Brooke. Naturellement, ils étaient les enfants les plus remarquables de la création. Comme je le démontrerai en mentionnant qu'ils marchaient à 8 mois, parlaient couramment à 12, avaient leur place à table à 2 ans et se tenaient d'une façon si convenable que tous les observateurs en étaient charmés. À 3 ans, Daisy demanda une aiguille et réalisa en effet un sac avec 4 points. Elle avait aussi installé sa maisonnée dans le buffet et s'occupait d'un microscopique fourneau avec un talent qui emplissait de larmes de fierté les yeux d'Anna, tandis que Demi apprenait les lettres avec son grand-père qui avait inventé une nouvelle méthode pour enseigner l'alphabet en formant les lettres avec ses membres, mariant ainsi les gymnastiques de la tête et des jambes. Le garçon développa rapidement un génie pour la mécanique qui réjouissait son père et déconcertait sa mère, car il essayait d'imiter toutes les machines qu'il voyait et maintenait la chambre des enfants dans un état de chaos permanent avec sa chine à coudre, une mystérieuse structure composée de ficelles, de chaises, d'épingles à linge et de bobines pour que les roues tournent. Il y avait aussi un panier accroché au dossier d'une chaise dans lequel il tentait en vain de hisser sa sœur trop confiante, qui avait une dévotion toute féminine, acceptait que sa petite tête brinque-balle jusqu'à ce qu'on vienne la sauver et que le jeune inventeur fasse alors remarquer avec indignation « Mais Marmar, ça mon annonceur et moi essaie la faire monter !» Bien que de caractères très différents, les jumeaux s'entendaient remarquablement bien et se disputaient rarement plus de 3 fois par jour. Bien sûr, Demi tyrannisait Daisy et la défendait vaillamment contre tout autre agresseur, tandis que Daisy se transformait en galérienne et vénérait son frère, l'être le plus parfait de la terre. Daisy était une petite chose toute rose, potelée et radieuse qui trouvait le chemin de tous les cœurs et s'y nichait. Un de ces enfants fascinants qui semblent faits pour être embrassés et câlinés, auréolés et adorés comme des divinités et destinés à être félicités par tout le monde les jours de réception. Ces petites vertus étaient si douces qu'elle aurait été un ange parfait si quelque désobéissance n'avait fait d'elle une merveilleuse humaine. Tout était au beau fixe dans son monde, et chaque matin, elle grimpait à la fenêtre dans sa petite chemise de nuit pour regarder à l'extérieur et disait, qu'importe qu'il plût ou que le soleil brillât, « Oh, yoli yourné, yoli yourné !» Tout le monde était un ami, elle faisait la bise aux étrangers avec une telle confiance que le plus invétéré des célibataires se laissait toucher et ceux qui aimaient les bébés devenaient de fervents adorateurs. « Moi, j'aime tout le monde, dit-elle un jour en ouvrant les bras, sa cuillère dans une main et sa tasse dans l'autre, comme pressée d'embrasser et nourrir l'univers entier. Alors qu'elle grandissait, sa mère commença à se dire que le colombier serait béni par la présence d'une pensionnaire aussi sereine et aimante que celle qui avait contribué à faire de la vieille maison un foyer, et à prier que lui fût épargnée une perte semblable à celle qui leur avait récemment appris que, durant des années, ils avaient accueilli un ange sans le savoir. Son grand-père l'appelait fréquemment Beth, et sa grand-mère la surveillait avec une inlassable dévotion, comme si elle essayait de réparer une erreur du passé qu'elle seule était capable de voir. Demi, un bon Américain, était d'une nature curieuse, voulait tout savoir et était souvent très troublé parce qu'il n'arrivait pas à obtenir de réponse satisfaisante à ses perpétuels « pourquoi ». Il avait aussi un penchant pour la philosophie, au grand ravissement de son grand-père, qui tenait avec lui des conversations socratiques durant lesquelles son élève précoce prenait de temps à autre la place de son professeur, à la grande satisfaction non déguisée des femmes. « Quoi fait marcher ma jambe, grand-père » demanda le jeune philosophe en étudiant cette partie active de son corps d'un air méditatif, se reposant enfin après avoir fait la comédie pour aller au lit un soir. « C'est ton petit esprit, Demi, répondit le sage en caressant avec respect la tête blonde. « C'est quoi un petit esprit ? C'est quelque chose qui fait bouger ton corps, comme le ressort qui fait avancer les roues dans ma montre, comme je te l'ai montré. Ouvre-moi, je veux le voir tourner. Je ne peux pas davantage le faire que tu ne pourrais ouvrir la montre. C'est Dieu qui te fait fonctionner et tu fonctionnes jusqu'à ce qu'il t'arrête. Ah bon ?» Et les yeux marrons de Demi s'écarquillèrent et s'éclairèrent en comprenant cette nouvelle notion. « Il me remonte comme la montre. Oui, mais je ne peux pas te montrer comment. Il le fait quand on ne le voit pas. »
Demi se toucha le dos, comme s'il espérait découvrir la même chose que sur la montre, puis fit gravement remarquer « Je pense Dieu fait ça quand je dors ». Une prudente explication s'ensuivit, qu'il écouta si attentivement que son anxieuse grand-mère déclara « Mon chéri, tu penses qu'il est sage de parler de telles choses à un bébé? Il commence à avoir des bosses à force de froncer les sourcils et il apprend à poser des questions auxquelles on ne peut pas répondre. S'il est assez grand pour poser les questions, il est assez grand pour recevoir de véritables réponses. Je ne lui mets pas d'idées en tête, je l'aide à développer celles qui y sont déjà. Ces enfants sont plus malins que nous et je ne doute pas que ce garçon ait compris chaque parole que j'ai prononcée. Maintenant, Demi, dis-moi où est ton esprit. » Si le petit garçon avait répondu comme Alcibiade, par tous les dieux Socrate, je n'en sais rien, son grand-père n'aurait pas été surpris. Mais lorsqu'après s'être tenu un instant sur une jambe comme une jeune cigogne pensive, il répondit avec une conviction tranquille « Dans mon petit ventre », le vieux monsieur ne put que rire avec grand-mère et mettre fin au cours de métaphysique. Ceci aurait pu être une cause d'angoisse maternelle si Demi n'avait pas fourni des preuves convaincantes qu'il était un vrai bambin autant qu'un philosophe en herbe, car souvent après une discussion qui poussait Anna à prophétiser avec un hochement de tête de mauvais augure « Cet enfant est pas de ce monde », il se retournait et calmait ses craintes avec une de ces bêtises avec lesquelles les chers, sales, méchants petits polissons déconcertent et réjouissent leurs parents. Meg établissait de nombreuses règles morales et essayait de s'y tenir. Mais quelle mère est à l'épreuve des adorables ruses, des ingénieuses dérobades ou de la tranquille hardiesse des hommes et des femmes miniatures qui très tôt se révèlent d'accomplir usés matois? Plus de raisin, Demi, ça va te rendre malade, dit maman à la jeune personne qui offre ses services à la cuisine avec une infaillible régularité le jour du pudding. Moi j'aime être malade. Je ne veux pas de toi. Cours aider Daisy avec les petits gâteaux. Il part à contre-cœur, mais l'injustice lui pèse, et plus tard, lorsque l'occasion se présente de la réparer, il se montre plus malin que maman en faisant un marché habile. Vous avez été gentil, alors je vais jouer à ce que vous voulez, dit Meg en accompagnant ses aides cuisiniers à l'étage, une fois le pudding mis à lever en sécurité dans le moule. C'est vrai, Marmar demanda Demi avec une idée brillante dans sa tête toute saupoudrée de blanc. Oui, c'est vrai, tout ce que tu veux, répond le parent manquant de perspicacité en se préparant à chanter 3 petits chatons une demi-douzaine de fois et à monter au clocher avec sa famille pour sonner les matines sans égard pour son souffle ou ses membres. Mais Demi l'accule avec la réponse tranquille. Alors on va manger tous les raisins. Tante Dodo était la camarade de jeu en chef et la confidente des 2 enfants. Et le trio avait l'habitude de semer le chaos dans la maison. Tante Amy n'était encore qu'un nom pour eux. Tante Beth disparut bientôt dans un vague souvenir agréable, mais Tante Dodo était une réalité vivante et ils en faisaient grand cas, compliment dont elle était très reconnaissante. Mais lorsque M. Baird arriva, Joe négligea ses compagnons de jeu et le désarroi et la désolation s'abattirent sur leurs petites âmes. Daisy, qui adorait se promener et distribuer des bises, perdit sa meilleure cliente et fit faillite. Demi, avec sa perspicacité enfantine, découvrit rapidement que Dodo aimait mieux jouer avec l'homme barbe qu'avec lui. Mais bien que blessé, il dissimula son supplice car il n'avait pas le courage d'insulter un rival qui avait une réserve sans fin de pastilles au chocolat dans la poche de son gilet et une montre qui pouvait être sortie de son étui et secouée librement par ses admirateurs. Certains pourraient voir dans ces plaisantes libertés de la corruption, mais Demi, lui, ne le voyait pas de cet œil et continuait de fréquenter l'homme barbe avec une amabilité songeuse, tandis que Daisy lui dispensa ses petits gestes d'affection à la 3e visite et considérait ses épaules comme son trône, ses bras comme son refuge et ses cadeaux comme des trésors d'une valeur inestimable. Les hommes sont parfois pris de soudaines crises d'admiration pour les jeunes parents des femmes auxquelles ils accordent leurs hommages. Mais cette fausse philoprogénéité leur va mal et ne dupe absolument personne. La dévotion de M. Baird était cependant sincère, autant qu'efficace, car l'honnêteté avec la meilleure des politiques est la meilleure des politiques, autant en amour qu'en droit. Il faisait partie de ces hommes qui se sentent à l'aise avec les enfants et sont particulièrement à leur avantage lorsque de petits visages offrent un plaisant contraste avec leur face virile. Ses affaires, quelles qu'elles fussent, le retenaient jour après jour, mais il était rare que le soir ne l'amène pas en visite. Certes, il demandait toujours à voir M. March, donc je suppose qu'il était la principale attraction. L'excellent papa s'imaginait qu'il l'était et prenait grand plaisir à ses longues discussions avec son âme sœur.
jusqu'à ce qu'une remarque fortuite de son petit-fils bien plus observateur ne l'éclaire soudain. M. Baird arriva un soir et s'arrêta sur le seuil du bureau, stupéfait par le spectacle qui se déroulait sous ses yeux. M. March était étalé par terre, ses respectables jambes en l'air, et à côté de lui, identiquement étalé, se trouvait Demi, essayant d'imiter la position à l'aide de ses propres jambes courtes couvertes d'un collant écarlate, les deux individus rampant si sérieusement absorbés qu'ils n'eurent pas conscience d'être observés avant que M. Baird n'éclate de son rire sonore et que Joe ne s'écrie d'un air scandalisé. « Papa, papa, le professeur est là !» Les jambes noires redescendirent et la tête grise se redressa et le précepteur dit, sans que sa dignité n'en soit troublée, « Bonsoir, monsieur Baird, excusez-moi un instant, nous terminons juste notre leçon. Maintenant, Demi, fais la lettre et dis son nom. Je le connais. » Et après quelques pénibles convulsions, les jambes rouges prirent la forme d'un compas et l'intelligent élève cria triomphalement « C'est un W, grand-père, c'est un W. » C'est un vrai Weller, et Joe, tandis que son père se relevait et que son neveu essayait de tenir sur la tête, comme s'il n'avait d'autre façon d'exprimer sa satisfaction que l'école soit terminée. « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, Butchen ?» demanda M. Baird en soulevant le gymnaste. « Moi, va voir Tite Marie. »« Et qu'as-tu fait là-bas ?»« Je l'ai embrassée, commença Demi avec sa franchise naturelle. »« Pfff, tu commençais tôt. » « Qu'a dit la petite Marie à ça ?» demanda M. Baird, continuant de confesser le jeune pêcheur qui, debout sur ses genoux, explorait la poche de son gilet. « Oh, elle a aimé, elle m'a embrassé et j'ai aimé. »« Est-ce que les petits garçons n'aiment pas les petites filles ?» demanda Demi, la bouche pleine avec un air de banale satisfaction. « T'es précoce, mon poussin. Qui t'a mis ça dans la tête ?» dit Joe, se réjouissant des innocentes révélations autant que le professeur. « C'est pas dans la mienne tête, c'est dans la mienne bouche, » répondit le littéral Demi en tirant la langue sur laquelle se trouvait une pastille de chocolat, pensant qu'elle faisait allusion aux confiseries, pas aux idées. « Tu devrais en garder pour la petite amie, les plus douces à la plus douce, petit homme. » Et M. Baird en offrit à Joe avec un regard qui lui fit se demander si le chocolat n'était pas le nectar bu par les dieux. Demi remarqua lui aussi le sourire qui l'impressionna et il demanda ingénument « Les grands garçons aiment aussi les grandes filles, frère. » Comme le jeune Washington, M. Baird était incapable de mentir. Il donna donc une réponse vague, disant qu'il pensait que oui, parfois d'un ton qui poussa M. March à poser sa brosse à vêtements, à jeter un coup d'œil au visage réservé de Joe et à s'enfoncer dans son fauteuil comme si le poussin précoce avait mis dans sa tête à lui une idée douce amère. La raison pour laquelle Dodo, lorsqu'elle l'attrapa une demi-heure plus tard dans le placard à porcelaine, faillit l'étouffer sous une tendre étreinte au lieu de le secouer parce qu'il se trouvait là, et celle pour laquelle elle fit suivre cette originale démonstration par le cadeau inattendu d'une grosse tranche de pain et de confiture, resta un des problèmes sur lesquels Demi creusa sa petite cervelle sans jamais parvenir à le résoudre. Je continue. J'ai du mal avec les différences d'éducation entre un garçon et une fille, excusez-moi, et les différences de considération sur la belle, la douce, etc., etc. Et puis le philosophe, intelligent, intrépide, etc., etc. Je suis assez terrible, surtout sur beaucoup de points. Dans ma tête seulement. Chapitre 23, sous le parapluie. Tandis que Laurie et Amy faisaient de nonchalantes balades conjugales sur des tapis en velours tout en mettant leur maison en ordre et en échafaudant des projets pour un merveilleux futur, M. Baird et Joe prenaient plaisir à des promenades d'une autre nature, le long de routes boueuses et de champs détrempés. Je fais toujours une promenade dans la soirée et je ne vois pas pourquoi j'abandonnerais pour la seule raison que je tombe sur le professeur au moment où il sort, se dit Joe après l'avoir rencontré ainsi 2 ou 3 fois. Car bien qu'il y eût 2 chemins pour aller chez Meg, quel que fût celui qu'elle prenait, elle était certaine de tomber sur lui dans un sens ou dans l'autre.
Il marchait toujours vite et semblait ne jamais la voir avant d'être tout près, donnant l'impression que ses yeux myopes n'avaient jusque-là pas reconnu la silhouette féminine qui approchait. Dans ce cas, si elle allait chez Meg, il avait chaque fois quelque chose pour les bébés. Si le visage de Joe était tourné vers chez elle, il était simplement venu voir la rivière et il était sur le point de faire demi-tour, à moins qu'il ne soit fatigué de ses fréquentes visites. Dans ces circonstances, que pouvait faire Joe à part l'accueillir poliment et l'inviter à entrer ? Si elle était vraiment fatiguée de ses visites, elle dissimulait avec une parfaite habileté sa lassitude et prenait soin qu'il y ait du café pour le souper, puisque Friedrich, je veux dire M. Baer, n'aime pas le thé. La deuxième semaine, tout le monde avait parfaitement compris ce qui se passait, mais essayait d'avoir l'air d'être totalement aveugle aux transformations du visage de Joe. Personne ne lui demandait jamais pourquoi elle chantait en travaillant, se recoiffait 3 fois par jour et rentrait si épanouie de ses exercices du soir. Et personne ne semblait avoir le moindre soupçon que le professeur Baer, tout en parlant philosophie avec le père, donnait à la fille des leçons d'amour. Même lorsqu'il s'agissait de tomber amoureuse, Joe était incapable de le faire convenablement et elle tentait farouchement de réprimer ses sentiments et, y échouant, elle menait une vie assez agitée. Elle était mortellement effrayée à l'idée qu'on se moque d'elle si elle capitulait après ses nombreuses et véhémentes déclarations d'indépendance. Elle craignait particulièrement Laurie, mais grâce à la nouvelle patronne, il se comportait avec une louable bienséance. N'appelait jamais M. Baer un vieux type génial en public, ne faisait jamais allusion de près ou de loin au progrès dans l'apparence de Joe ou n'exprimait la moindre surprise en voyant le chapeau du professeur sur la table dans l'entrée des March presque chaque soir. Mais il exultait en privé et rêvait du moment où il pourrait offrir à Joe une plaque montrant un ours et un tronc déchiqueté en guise de blason de circonstance. Durant une quinzaine, le professeur vint avec une régularité d'amoureux. Puis il resta à l'écart de la maison pendant 3 jours et ne donna pas signe de vie, ce qui amena un air grave chez tout le monde et chez Joe tout d'abord une expression songeuse, puis, hélas pour le romantisme, très courroucée. Dégoûté, je me doute, et il est rentré chez lui aussi brusquement qu'il est arrivé. Ça ne me fait rien, bien sûr, mais il aurait pu venir nous dire au revoir en gentleman, se dit-elle, avec un regard désespéré vers le portail tout en s'habillant pour sa promenade habituelle un après-midi maussade. « Tu ferais mieux de prendre le petit parapluie, ma chérie. On dirait qu'il va pleuvoir, dit sa mère, en remarquant qu'elle portait son nouveau bonnet, mais sans y faire allusion. Oui, Marmie, tu as besoin de quelque chose en ville ? Je vais vite chercher du papier, répondit Joe en tirant sur le nœud sous son menton devant la glace, ce qui lui fournissait une excuse pour ne pas regarder sa mère. Oui, il me faudrait du drap de Silésie sergé, un carton d'aiguille numéro 9 et 2 mètres de ruban lavande étroit. Tu as tes grosses bottes et quelque chose de chaud sous ta cape, ajouta Madame March. Je crois, répondit Joe d'un air absent. Si par hasard tu croises M. Baer, ramène-le pour le thé. Mais j'ai très envie de voir ce cher homme, ajouta Madame March. Ça, Joe l'entendit, mais elle ne répondit pas, se contenta d'embrasser sa mère et de s'éloigner rapidement en se disant brûlante de gratitude malgré son cœur douloureux. Comme elle est gentille avec moi. Que font les filles qui n'ont pas de mère pour les aider lorsqu'elles ont des soucis ? Les merceries ne se trouvaient pas au milieu des bureaux, des banques et des entrepôts de vente en gros où se rassemblent principalement les hommes. Mais Joe se retrouva dans cette partie de la ville avant d'avoir fait la moindre course, rôdant comme si elle attendait quelqu'un, examinant des instruments mécaniques dans une vitrine et des échantillons de laine dans une autre avec un intérêt très peu féminin. Trébuchant sur des tonneaux à moitié étouffés par des balles qui descendaient et bousculés par des hommes affairés qui semblaient se demander comment diable elle était arrivée là. Une goutte de pluie sur sa joue ramena ses pensées des espoirs déçus au ruban ruiné. Car les gouttes continuaient de tomber et, étant femme autant qu'amoureuse, elle sentit que même s'il était trop tard pour sauver son cœur, elle pourrait peut-être sauver son bonnet. Là, elle se souvint du petit parapluie qu'elle avait oublié de prendre dans sa hâte de sortir, mais le regret était inutile et tout ce qu'elle pouvait faire était d'en emprunter un ou de se faire tremper. Elle leva les yeux sur le ciel bas, les baissa sur le nœud cramoisi déjà tacheté de noir, jeta un regard devant elle à la rue boueuse, puis le laissa s'attarder derrière elle sur un entrepôt miteux avec l'ancienne Hoffman Swartz & Co. au-dessus de la porte et elle se dit avec un sérieux air de reproche. Bien fait pour moi. Est-ce que j'avais besoin de mettre mes plus beaux vêtements et de venir courir ici en espérant voir le professeur ?
Joe, j'ai honte de toi. Non, tu ne vas pas entrer là pour emprunter un parapluie ou apprendre de ses amis où il se trouve. Tu vas patauger et aller faire tes courses sous la pluie. Et si tu attrapes la mort et abîmes ton bonnet, c'est ce que tu mérites, voilà. » Sur ce, elle traversa la route avec une telle fougue qu'elle évita de peu de disparaître sous les roues d'une charrette et se précipita dans les bras d'un vieil homme plein de dignité qui lança « Je vous demande pardon, madame », d'un air horriblement offusqué. Un peu déprimée, Joe se redressa, étala son mouchoir sur le fidèle ruban et, abandonnant la tentation derrière elle, elle se pressa, les chevilles de plus en plus trempées et de nombreux parapluies s'entrechoquant au-dessus de sa tête. Le fait que l'un d'entre eux, bleu et en piteux état, resta de façon stationnaire au-dessus du bonnet non protégé, attira son attention. En levant les yeux, elle vit M. Baird qui baissait les siens. « Je sens que... Je connais la dame résolue qui va si bravement sous les museaux de chevaux et si vite dans le temps debout. Que faites-vous ici, mon ami ? Des courses. » M. Baird sourit en jetant un coup d'œil à l'usine de pickles d'un côté et au grossiste en peau et cuir de l'autre, mais il se contenta de dire poliment « Vous n'avez pas de parapluie, je peux venir aussi. Et porter faux paquets. »« Oui, merci. » Les joues de Joe étaient aussi rouges que son ruban et elle se demandait ce qu'il pensait d'elle. Mais ça lui était égal parce qu'en un instant, elle se retrouva à marcher bras dessus, bras dessous avec le professeur, ayant l'impression que le soleil s'était mis à luire d'un éclat inhabituel, que tout allait à nouveau bien dans le monde et qu'une femme parfaitement heureuse barbotait ce jour-là dans l'humidité. « Nous pensions que vous étiez partie, dit Joe à la hâte, car elle savait qu'il la regardait. Son bonnet n'était pas assez grand pour dissimuler son visage et elle craignait qu'il trouve la joie qu'il trahissait peu féminine. « Vous croyez que je partirai sans dire adieu à ceux qui ont été si difficilement bons pour moi ?» demanda-t-il d'un ton de reproche tel qu'elle eut l'impression de l'avoir insulté par cette simple suggestion, et elle répondit chaleureusement « Non, pas moi. Je savais que vous étiez occupé par vos affaires, mais vous nous avez plutôt manqué, surtout à papa et maman. » « Et vous ? Je suis toujours contente de vous voir, monsieur. » Dans son souci de paraître calme, Joe avait répondu d'une voix plutôt froide, et les 2 dernières syllabes glaciales semblèrent décourager le professeur, car son sourire disparut et il dit gravement « Je vous remercie, et je viendrai une fois de plus avant de partir. »« Vous partez vraiment alors ? Je n'ai plus rien à faire ici, c'est terminé. » « Avec succès, j'espère, dit Joe, car l'amertume de sa déception se trouvait tout entière dans sa courte réponse. « Je le pense, parce que j'ai un chemin qui s'ouvre à moi par lequel je peux faire mon pain et beaucoup aider mes younglings. Racontez-moi, s'il vous plaît, j'aime bien tout savoir des garçons, dit Joe avec empressement. C'est si gentil, je serais heureux de vous le dire. Mes amis ont trouvé pour moi une place dans une université où j'enseigne comme à la maison et gagne assez pour faire le chemin doux pour Franz et Émile. Pour ça, je devrais être reconnaissant, non ? C'est sûr, comme ce sera merveilleux que vous puissiez faire ce que vous aimez. Que je puisse vous voir souvent, vous et les garçons, s'écria Joe en prenant les gamins comme excuse pour la satisfaction qu'elle ne pouvait s'empêcher de trahir. Ah, mais on ne se fera pas souvent, j'ai peur. Cette place est à l'ouest. Si loin ? Et Joe abandonna ses jupes à leur destin, comme si ce qu'il advenait de ses vêtements ou d'elle-même n'avait désormais plus d'importance. M. Baird pouvait lire plusieurs langues, mais il n'avait pas encore appris à déchiffrer les femmes. Il se flattait d'assez bien connaître Joe et fut par conséquent très étonné par les contradictions entre la voix, le visage et l'attitude qu'elle lui montra ce jour-là de manière successive, car elle passa par une 12aine d'humeurs différentes en l'espace d'une demi-heure. Quand elle l'avait rencontré, elle avait eu l'air surprise, même s'il était impossible de s'empêcher de soupçonner qu'elle était là expressément dans ce but. Quand il lui avait offert son bras, elle l'avait pris avec un regard qui l'avait rempli de ravissement. Mais lorsqu'il lui avait demandé s'il lui avait manqué, elle avait donné une réponse si formelle, si glaciale que le désespoir s'était emparé de lui. En apprenant sa bonne fortune, elle avait presque applaudi. Toute cette joie pour les garçons ? Puis en découvrant sa destination, elle s'était exclamée si loin d'un ton désespéré qui l'avait porté au pinacle de l'espoir. Mais l'instant suivant, elle le fit à nouveau s'effondrer en faisant remarquer, comme si le sujet l'absorbait totalement, « C'est là que je dois faire des courses. Vous voulez entrer ?»« Je n'en ai pas pour longtemps. » Joe était très fier de ses compétences pour les emplettes et souhaitait particulièrement impressionner son accompagnateur par le soin et la célérité avec lesquels elle accomplissait cette tâche.
Mais étant donné l'émoi dans lequel elle se trouvait, tout alla de travers. Elle renversa le présentoir d'aiguilles, oublia que le drap de Silésie devait être sergé avant qu'il soit coupé, se trompa en payant et se couvrit de honte en demandant du ruban lavande au comptoir du calicot. M. Bert se tenait près d'elle, la voyait rougir et bafouiller, et en l'observant, sa propre confusion sembla diminuer, car il commença à comprendre qu'à certaines occasions, les femmes, comme les rêves, veulent dire le contraire de ce qu'elles montrent. Lorsqu'ils sortirent, il mit le paquet sous son bras, l'air beaucoup plus gai, et pataugea dans les flaques d'eau comme si, finalement, ça l'amusait beaucoup. Ne faudrait-il pas faire quelques emplettes, comme vous dites, pour les bébés, et avoir une fête d'adieu ce soir si je fais mon ultime visite à votre si agréable maison ? Demanda-t-il en s'arrêtant devant une vitrine pleine de fruits et de fleurs. Qu'allons-nous acheter sans qu'il Joe, ignorant la dernière partie de sa phrase et en reniflant le mélange d'odeurs, affectant de s'en délecter lorsqu'ils entrèrent. « Ils peuvent avoir des oranges et des figues ?» demanda M. Bert d'un air paternel. « Ils en mangent quand il y en a. Vous aimez les noisettes ?»« Autant qu'un écureuil. Du muscat de Hambourg. Oui, nous boirons certainement à la mère patrie, en cela. » Joe fronça les sourcils devant cette extravagance et demanda pourquoi il ne prenait pas une corbeille de dattes, un tonneau de raisin et un sac d'amandes. Ça irait, non ? Après quoi, M. Bert lui confisqua son porte-monnaie, sortit le sien et termina son marché en achetant plusieurs livres de raisin, un pot de pâquerettes roses et un joli pot de miel. Puis, déformant ses poches avec les paquets bombés et lui donnant les fleurs à tenir, il sortit le vieux parapluie et ils repartirent. « Mademoiselle March, j'ai une grande faveur à vous demander, » commença le professeur après une promenade humide le long d'un demi-pâté de maison. « Oui, monsieur. » Et le cœur de Joe se mit à battre aussi fort qu'elle eut peur qu'il puisse l'entendre. « Je prends la liberté de le dire malgré la pluie parce que si peu de temps me reste. »« Oui, monsieur. » Et Joe faillit écraser le petit pot de fleurs en le serrant brusquement. « Je voudrais acheter une petite robe pour Matina et je suis trop stupide pour aller seule. Vous pourriez gentiment me donner un mot de goût et d'aide ? » ?»« Oui, monsieur. » Et Joe se sentit soudain aussi calme et froide que si elle était entrée dans une glacière. Peut-être aussi un châle pour la mère de Tina. Elle est si pauvre et malade et le mari est un tel souci. Oui, un châle épais et chaud serait une chose amicale à apporter à la petite maman. Je le ferai avec plaisir, monsieur Bert. Je vais à toute vitesse et il est plus adorable de minute en minute, ajouta-t-elle pour elle-même. Puis, se secouant intérieurement, elle entra dans le magasin avec une énergie plaisante à voir. M. Bert la laissa faire, elle choisit donc une jolie robe pour Tina, puis demanda à voir les châles. Le vendeur, étant marié, consentit à s'intéresser au couple qui semblait faire des achats pour la famille. « Votre dame préfère peut-être celui-ci, c'est un article de qualité supérieure, une couleur très séduisante, tout à fait sobre et distinguée, dit-il en sortant un confortable châle gris et en le jetant sur les épaules de Joe. « Celui-là vous plaît, monsieur Bert ?» s'enquit-elle en lui tournant le dos, profondément reconnaissante de pouvoir dissimuler son visage. « Excellemment bien. Nous le prenons, » répondit le professeur, souriant tout seul en le payant tandis que Joe continuait de fouiller sur le comptoir comme une véritable chasseuse de bonnes affaires. « Maintenant, nous pouvons aller à la maison, » demanda-t-il comme si ces mots lui étaient très agréables. « Oui, il est tard et je suis tellement fatiguée. » La voix de Joe était plus pathétique qu'elle n'en avait conscience, car le soleil semblait avoir disparu aussi rapidement qu'il était apparu. Le monde était à nouveau boueux et misérable, et pour la première fois, elle s'aperçut que ses pieds étaient froids. Elle avait mal à la tête, et son cœur était encore plus froid que les premiers, bien plus douloureux que cette dernière. M. Bert partait. Elle n'était pour lui qu'une amie, c'était une erreur depuis le début, et plus vite il serait parti, mieux ce serait. Cette idée en tête, elle fit signe à un omnibus qui approchait d'un geste si brusque que les pâquerettes tombèrent du pot et furent sérieusement abîmées. « Ce n'est pas notre omnibus, dit le professeur, en faisant signe au véhicule bondé de continuer et en s'arrêtant pour ramasser le pauvre petit bouquet. « Je vous demande pardon, je n'ai pas bien vu le nom. »« Peu importe, je peux marcher, j'ai l'habitude de patauger dans la boue, » répondit Joe en clignant des yeux parce qu'elle aurait préféré mourir que les essuyer ouvertement. M. Bert vit les larmes sur ses joues, bien qu'elle eût détourné la tête. Cette vision sembla beaucoup le toucher, car il se baissa soudain et lui demanda d'un ton très éloquent. « Chérie de mon cœur, pourquoi pleurez-vous » Certes, si Joe n'avait pas été novice pour ce genre de choses, elle aurait dit qu'elle ne pleurait pas, qu'elle avait un rhume de cerveau, ou aurait raconté n'importe quel mensonge adapté à la situation. Au lieu de quoi, cette créature manquant de dignité répondit avec un sanglot incontrôlable « Parce que vous partez. »« Oh mon God, c'est si bien !» s'écria M. Bert qui réussit à joindre les mains en dépit du parapluie et des paquets. «
Joe, je n'ai rien d'autre que beaucoup d'amour à vous offrir. Je suis venu voir si c'était important pour vous et j'attendais pour être sûr d'être plus qu'un ami pour vous. Le suis-je? Pouvez-vous faire une petite place dans votre cœur pour le vieux Fritz? Ajouta-t-il dans un même souffle. Oh oui, dit Joe. Et il fut parfaitement satisfait, car elle entoura son bras de ses deux mains et leva les yeux vers lui avec une expression qui montrait pleinement à quel point elle serait heureuse de marcher à ses côtés toute sa vie, même si elle n'avait pour s'abriter que le vieux parapluie, s'il le tenait. Cette proposition était certes émaillée de difficultés, car même s'il l'avait voulu, M. Baird ne pouvait se mettre à genoux à cause de la boue, pas plus qu'il ne pouvait offrir sa main à Joe autrement qu'au figuré, car toutes deux étaient encombrées. Il pouvait encore moins se livrer à des démonstrations tendres au milieu de la rue, bien qu'il n'en fût pas loin. La seule façon qu'il lui restait de signifier son enchantement était de la regarder avec une expression qui magnifiait son visage au point qu'il semblait y avoir de petits arcs-en-ciel dans les gouttes qui étincelaient dans sa barbe. S'il n'avait pas beaucoup aimé Joe, je ne pense pas qu'il aurait pu le faire à ce moment-là, car elle était loin d'être ravissante avec ses jupes dans un état déplorable, ses bottes en caoutchouc éclaboussées jusqu'aux chevilles et son bonnet ruiné. Heureusement, M. Baird estimait qu'elle était la plus belle femme de la terre et elle le trouvait plus jupitérien que jamais, même si le bord de son chapeau était ramolli par les petits ruisselets qui en dégoulinaient sur ses épaules, car il tenait le parapluie tout entier au-dessus de Joe, et que tous les doigts de ses gants avaient besoin d'être reprisés. Les passants les considéraient probablement comme un couple de fous inoffensifs, car ils avaient totalement oublié de héler un omnibus et marchaient tranquillement, inconscients de l'obscurité et du brouillard qui s'épaississait. Ils se souciaient peu de ce qu'on pouvait penser, car ils profitaient du bonheur de cet instant qui arrive rarement plus d'une fois dans une vie. Le moment magique qui accorde la jeunesse à celui qui est âgé, la beauté aux quelconques, la richesse aux pauvres, et offre au cœur humain un aperçu du paradis. Le professeur donnait l'impression d'avoir conquis un royaume et le monde semblait n'avoir rien de plus à lui accorder en termes de félicité, tandis que Joe pataugeait à ses côtés en ayant le sentiment que sa place avait toujours été là et en se demandant comment elle aurait jamais pu choisir un autre sort. Bien sûr, elle fut la première à parler, intelligiblement, je veux dire, car les remarques émues qui avaient suivi son impétueux « Oh oui » n'avaient pas un caractère cohérent ou rapportable. Friedrich, pourquoi n'avez-vous pas... Ah, Dieu du ciel, elle me donne le nom que personne ne parle depuis la mort de Mina, s'écria le professeur en s'arrêtant dans une flaque pour la regarder avec une gratitude ravie. Je vous appelle toujours comme ça dans ma tête, j'ai oublié, mais je ne le ferai plus sauf si ça vous plaît. Me plaire, c'est plus doux à mes oreilles que je peux le dire. Et dites tu aussi, et je dirais que votre langue est presque aussi belle que la mienne. Tu n'est-il pas un peu sentimental? Demanda Joe, qui en son fort intérieur trouvait qu'il s'agissait d'une charmante monosyllabe. Sentimental? Oui, Gott, merci. Nous, les Allemands, nous croyons aux sentiments et nous restons jeunes, mythes, eux. Votre fou anglais est si froid. Dites-tu, chérie de mon cœur, c'est tellement important pour moi, plaida M. Baird, davantage comme un étudiant romantique qu'un sérieux professeur. Alors pourquoi ne m'as-tu pas dit tout ça plus tôt? Demanda timidement Joe. Maintenant, je fais te montrer tout mon cœur et avec joie, parce qu'après tu devras en prendre soin. Tu vois, ma Joe. Ah, quel amusant petit nom. Je voulais dire quelque chose le jour où j'ai dit au revoir à New York, mais je pensais que le bel ami t'était promis, alors je n'ai pas parlé. Tu aurais dit oui alors si j'avais parlé? Je ne sais pas. Je crains que non, parce que je n'avais pas de cœur à l'époque. Pfft, ça je ne crois pas. Il était endormi jusqu'à ce que le prince charmant traverse la forêt et le réveille. Ah bon. Die erste Liebe ist die beste. Mais ça, je ne pouvais pas espérer. Oui, le premier amour est vraiment le meilleur. Alors sois heureux parce que je n'en ai jamais eu d'autre. Teddy n'était qu'un petit garçon et il a vite oublié sa petite amourette, dit Joe, pressé de corriger l'erreur du professeur. Bien, alors je peux me reposer heureux et être sûr que tu me donnais tout. J'ai attendu si longtemps, je deviens égoïste comme tu le découvriras, professorine. Ça me plaît, s'écria Joe, ravi de son nouveau nom. Maintenant, dis-moi ce qui t'a amené finalement juste au moment où j'avais le plus besoin de toi. Ceci. Monsieur Baird sortit un petit papier froissé de la poche de son gilet. Joe le déplia et fut très confuse car il s'agissait d'une de ses contributions à un journal qui payait pour de la poésie, ce qui expliquait pourquoi elle avait entrepris d'en envoyer de temps à autre. « Comment ceci a-t-il pu t'amener ici » demanda-t-elle, se demandant ce qu'il voulait dire. «
Je l'ai trouvé par hasard, je l'ai reconnu par les noms et les initiales, et il y a fait autant un petit fer qui semblait m'appeler. Lis-le et trouve-le. Je fais faire attention que tu ne sois pas dans l'humidité. Jo obéit et parcourut rapidement les vers qu'elle avait baptisés. Dans le grenier. 4 petits coffres alignés. Pardon. 4 petits coffres alignés, noirs, usés, de poussière, de temps, ornés, remplis dans le passé par de jeunes femmes encore enfants. Pendus côte à côte 4 clés, par des rubans fanés, joyeux, noués avec une puérile fierté, autrefois par un jour pluvieux. 4 petits noms sur chaque rabat, gravés d'une main de garçonnet, et en dessous, bien cachés là, les histoires de la bande enjouée qui y jouait et s'interrompait pour écouter le doux couplet qui sur le toit tambourinait dans une ondée de pluie d'été. Meg, sur le premier, beau et fin, je le regarde pleine d'affection, car plié avec grand soin, se trouve une belle collection. Souvenir d'une vie sereine, présent à une gentille fillette, robe de mariée, verre pour une reine, boucle d'enfant, petites chaussettes. Dans ce coffre, point de jouets. Ils font tous partie de ce legs, dans leur grand âge prêts à camper, un rôle dans la nouvelle pièce de Meg. Ah, heureuse maman! Oui, je sais que tu entends un doux couplet de tendres berceuses murmurées dans cette ondée de pluie d'été. Jo sur le suivant, éraflé, dedans un tas charivarique, poupées sans tête, livres cornés, oiseaux et animaux mutiques. Butin pris au pays des fées que seuls les bambins peuvent fouler, rêve d'un futur jamais trouvé, mémoire d'un passé encore frais. Poèmes à moitié achevés, messages d'avril, frisquets et chauds, journaux d'une enfant obstinée, prémices d'une femme vieillie trop tôt, une femme dans un foyer sans gars qui entend ce triste couplet « Sois digne d'amour, l'amour viendra » dans cette ondée de pluie d'été. Ma Beth, pas la moindre poussière sur le bois qui porte ton nom. Balayés de larmes sincères de nos mains douces quand nous venons. Pour nous la mort t'a faite sainte, bien moins humaine qu'angélique. Nous posons avec une plainte dans cette chasse ses reliques, la cloche dorée si peu sonnée, le bonnet à la fin porté, la belle Catherine, morte, accrochée sur sa porte, d'anges entourés. Les chants que sans se lamenter de sa prison elle fredonnait sont ta vie tendrement mêlée à cette ondée de pluie d'été. Sur le dernier rabat poli, légende maintenant belle et vraie, sur l'écu du chevalier on lit « Émis » en lettres bleues dorées. Les rubans de sa chevelure, des chaussons usés de danser, des fleurs fanées comme une parure, des éventails aux plumes passées, des valentins si pleins d'ardeur, des bricoles qui ont joué leur rôle dans ses espoirs, ses hontes, ses peurs, témoins d'avant qu'elle ne convole, usant de charme moins fatal, entendant un joyeux couplet, le son d'argent des cloches nuptiales dans cette ondée de pluie d'été. 4 petits coffres alignés, noirs, usés, de poussière, de temps. 4 femmes si bien éduquées, à aimer et œuvrer enfant. 4 sœurs, séparées 1 heure, toutes sauf une partie avant, par l'immortel pouvoir du cœur, encore plus cher qu'auparavant. Oh, lorsque ces trésors cachés seront visibles de notre Père, soudain riche de félicité, action plus belle à la lumière. Des vies qui longtemps résonneront comme un refrain plein de gaieté, des âmes chantantes qui monteront dans le soleil après l'ondée. Jo March. C'est de la très mauvaise poésie, mais c'est ce que je ressentais quand je l'ai écrit un jour que j'étais très seule et que j'avais bien pleuré sur un sac de chiffon. Je ne pensais pas qu'il se retrouverait dans un endroit où il pourrait raconter une histoire, dit Jo en déchirant les vers que le professeur avait si longtemps précieusement conservés. Laisse-le partir, il a fait son devoir, et j'en aurai un nouveau quand je lirai tous les cahiers marrons dans lesquels elle garde ses petits secrets, dit M. Baird avec un sourire en regardant les bouts de papier s'envoler dans le vent. Oui, ajouta-t-il sérieusement, je lis ça et je me dis, elle a du chagrin, elle est seule, elle trouvera du réconfort dans le véritable amour.
J'ai le cœur plein, plein pour elle. Ne devrais-je pas y aller et dire « Ce n'est pas une chose trop médiocre à offrir pour ce que j'espère recevoir, prenez-le au nom de Goth. » Alors tu es venu et tu as découvert que ce n'était pas trop médiocre, mais la chose précieuse dont j'avais besoin, murmura Joe. Je n'avais pas le courage de penser ça au début, aussi difficilement gentil qu'a été ton accueil. Mais rapidement, j'ai commencé à espérer et puis j'ai dit « Je vais la voir même si je meurs pour ça. » Et je vais la voir, s'écria M. Baird avec un hochement de tête de défi, comme si les rideaux de brouillard qui les entouraient étaient des murailles qu'il devait franchir ou vaillamment abattre. Joe trouvait ça merveilleux et décida d'être digne de son chevalier, même s'il n'était pas arrivé caracolant sur un cheval de combat en splendides habits d'apparat. « Pourquoi es-tu resté loin si longtemps ?» demanda-t-elle peu après, trouvant si agréable de poser des questions intimes et de recevoir des réponses charmantes qu'elle ne pouvait demeurer silencieuse. Ce n'était pas facile, mais je n'avais pas le courage de tant le faire à ce foyer si heureux avant d'avoir la chance d'en avoir un à t'offrir, après longtemps peut-être et beaucoup de travail. Comment pouvais-je te demander d'abandonner tant pour un pauvre vieil homme qui n'a pas de fortune mais juste un peu d'éducation? Je suis contente que tu sois pauvre. Je ne pourrais pas supporter un mari riche, dit Joe d'un ton ferme, ajoutant plus doucement. N'aie pas peur de la pauvreté. Je l'ai connue assez longtemps pour ne plus la craindre et je suis heureuse de travailler pour ce que j'aime. Ne te traite pas de vieux, je ne l'ai jamais pensé. Je ne pourrais m'empêcher de t'aimer même si tu avais 70 ans. Le professeur trouva cela si touchant qu'il aurait été heureux d'avoir son mouchoir s'il avait pu l'atteindre. Comme il ne pouvait pas, Joe lui essuya les yeux et dit, en riant et en lui prenant 1 ou 2 paquets, « Je sais peut-être ce que je veux, mais personne ne peut dire que je ne suis pas dans mon domaine maintenant. Parce que les femmes sont censées avoir pour mission d'essuyer les larmes et de porter les fardeaux. J'en supporterai ma part, Friedrich, et j'aiderai au revenu du foyer. Réfléchis à ça, sinon je ne viens pas, ajouta-t-elle résolument alors qu'il essayait de récupérer son chargement. Nous ferons. As-tu la patience d'attendre longtemps, Joe? Je dois partir et faire mon travail seul. Je dois aider mes garçons d'abord parce que même pour toi, je ne peux pas briser ma parole à Mina. Peux-tu pardonner ça et être heureuse pendant que nous attendons et espérons? Oui, je sais que je peux. Nous nous aimons et ça rend tout le reste facile à supporter. J'ai aussi mes devoirs et mon travail. Je ne pourrais pas profiter de mon bonheur si je les négligeais, même pour toi. Alors il n'y a aucune raison de se précipiter ou d'être impatient. Tu peux faire ce que tu as à faire à l'ouest, et moi ici. Et nous serons tous deux heureux en espérant que le meilleur se produise et en laissant l'avenir aux mains de Dieu. Ah, tu me donnes tant d'espoir et de courage, et je n'ai rien à offrir en retour à part ce cœur plein et ces mains vides, s'écria le professeur tout à fait vaincu. Joe n'apprendrait jamais, jamais à être convenable, car tandis qu'il parlait, tous deux sur les marches, elle glissa ses 2 mains dans les siennes et murmura tendrement « Elles ne sont plus vides, maintenant. » Et se baissant, elle embrassa son Friedrich sous le parapluie. C'était affreux, mais elle l'aurait fait même si la volée de moineaux à la queue maculée debout posée sur la haie avaient été des êtres humains, car elle était vraiment éprise et indifférente à tout en dehors de son bonheur. Bien que tout se fût déroulé de façon très simple, ce fut l'apothéose de leur vie lorsque, se détournant de la nuit, de l'orage et de la solitude, ils se tournèrent vers la lumière du foyer, sa chaleur, sa paix, qui attendait de les accueillir avec un « bienvenue à la maison » et que Joe fit entrer son amoureux et referma la porte. Allez, je vais terminer la lecture aujourd'hui. Chapitre 24. L'heure de la récolte. Durant 1 an, Joe et son professeur travaillèrent et attendirent, espérèrent et aimèrent. Ils se retrouvaient de temps à autre et s'écrivaient des lettres si volumineuses qu'elles étaient responsables de l'augmentation du prix du papier, disait Laurie. La 2e année débuta sobrement, car leur perspective d'avenir ne s'éclaircissait pas et tante March mourut brusquement. Mais une fois passée leur tristesse, car ils aimaient la vieille dame malgré sa langue acérée, ils découvrirent une raison de se réjouir, car elle avait laissé Plumfield à Joe, ce qui rendait possible des tas de choses agréables. C'est une belle maison ancienne et elle rapportera une jolie somme, parce que bien sûr tu as l'intention de la vendre, dit Laurie, tandis qu'ils discutaient tous du sujet quelques semaines plus tard. Non, répondit fermement Joe en caressant le caniche gras qu'elle avait adopté par respect pour son ancienne maîtresse. Tu n'as pas l'intention d'y vivre? Si. Mais ma chère petite, c'est une maison immense et il faudra énormément d'argent pour l'entretenir. Rien que le jardin et le verger nécessitent 2 ou 3 hommes et l'agriculture n'est pas dans les cordes de Baird, j'imagine. Il s'y essaiera, si je le propose. Et tu espères vivre de la production. Eh bien, ça semble paradisiaque, mais tu vas trouver ça horriblement dur.
La récolte que nous avons l'intention de faire pousser est rentable. Et Joe rit. En quoi consiste cette parfaite récolte, madame? Des garçons. Je vais ouvrir une école pour petits gars. Une bonne école heureuse qui ressemble à un foyer, avec moi pour m'occuper d'eux et Fritz pour enseigner. C'est un projet très joyeux. C'est bien d'elle, s'écria Laurie, prenant à témoin la famille qui semblait aussi surprise que lui. Ça me plaît, dit Madame March d'un air décidé. Moi aussi, ajouta son mari, pour qui était bienvenue la perspective de pouvoir tester la méthode d'éducation socratique sur une jeunesse moderne. Ce sera énormément de travail pour Joe, dit Meg en caressant la tête de son fils qui l'occupait tout entière. Joe peut le faire et elle en sera heureuse. C'est une merveilleuse idée. Dites-nous tout, s'écria M. Lorenz qui rêvait de donner un coup de main aux amoureux mais savait qu'il refuserait son aide. J'étais sûre que vous seriez à mes côtés, monsieur. Amy aussi. Je le vois dans ses yeux, même si elle retourne prudemment l'idée dans sa tête avant de s'exprimer. Maintenant, mes amis, poursuivit Joe sérieusement, comprenez bien que ce n'est pas une idée nouvelle, mais un projet que je chéris depuis longtemps. Avant l'arrivée de mon Fritz, je me disais que lorsque j'aurais fait fortune et que plus personne n'aurait besoin de moi à la maison, je louerais une grande demeure et je prendrais des petits garçons pauvres et délaissés, sans mère, et je m'occuperais d'eux et leur offrirais une vie heureuse avant qu'il soit trop tard. J'en vois tellement qui courent à leur perte par manque d'aide au moment voulu. J'aimerais tant faire quelque chose pour eux. J'ai l'impression de savoir ce dont ils ont besoin et j'ai de la compassion pour leurs problèmes et j'aimerais tellement être une mère pour eux. Madame March tendit la main à Joe qui la prit en souriant, les larmes aux yeux, et elle poursuivit avec cet enthousiasme qu'il n'avait pas observé depuis longtemps. J'ai un jour parlé de mon projet à Fritz et il m'a dit que c'était exactement ce qu'il aimerait et il était d'accord pour essayer lorsqu'on serait riche. Cher homme, il a fait ça toute sa vie, aider des garçons pauvres, je veux dire, pas être riche. Ça, il ne le sera jamais. L'argent ne reste jamais assez longtemps dans sa poche pour s'amasser. Mais maintenant, grâce à ma bonne vieille tante qui m'aimait plus que je ne l'ai jamais mérité, je suis riche, du moins j'en ai l'impression, et nous pouvons vivre à Plumfield parfaitement bien si nous avons une école qui prospère. C'est un endroit idéal pour des garçons. La maison est grande et le mobilier solide et simple. Il y a suffisamment de pièces pour des dizaines d'entre eux et un magnifique terrain autour. Ils pourraient aider au jardin et au verger. Un tel travail est sain, n'est-ce pas, monsieur? Et puis Fritz pourra les former et enseigner à sa façon et papa l'aidera. Je peux les nourrir, les soigner, les chouchouter, les réprimander. Et maman sera ma remplaçante. J'ai toujours eu envie d'avoir des tas de garçons et je n'en ai jamais eu assez. Maintenant, je peux remplir la maison et me régaler des petits chéris tout mon sou. Imaginez ce luxe. Plumfield à moi et une nuée de garçons pour en profiter avec moi. Tandis que Joe agitait les mains et soupirait de ravissement, la famille fut emportée par un vent de gaieté. M. Lorenz rit au point qu'il craignirent une attaque d'apoplexie. Je ne vois rien de drôle, dit-elle gravement, lorsqu'elle put se faire entendre. Il n'y a rien de plus naturel et approprié pour mon professeur que d'ouvrir une école et pour moi de préférer vivre dans ma propriété. Elle prend déjà des airs, dit Laurie, pour qui cette idée était une énorme plaisanterie. Mais puis-je demander comment tu as l'intention de financer l'établissement? Si tous les élèves sont de petits va-nu-pieds, j'ai bien peur que ta récolte ne soit pas rentable au sens matériel du terme, Madame Baird. Ne sois pas rabat-joie, Teddy. Bien sûr, j'aurai aussi des élèves riches. Je commencerai peut-être même uniquement avec ceux-là. Puis, quand j'aurai démarré, je pourrai prendre un ou deux va-nu-pieds, juste pour le plaisir. Les enfants de riches ont souvent besoin qu'on s'occupe d'eux et qu'on les réconforte autant que les pauvres. J'ai vu de malheureuses petites créatures abandonnées aux domestiques et d'autres timides qui sont mises en avant, ce qui est réellement cruel. Certains sont méchants parce qu'on s'occupe mal d'eux ou qu'ils sont négligés, et certains perdent leur mère. De plus, même les meilleurs doivent traverser l'âge ingrat et c'est vraiment le moment où ils ont besoin de beaucoup de patience et de gentillesse. On se moque d'eux ou on les bouscule, on essaie de les soustraire au regard en espérant qu'ils passent d'un coup de jolis petits garçons à de beaux jeunes hommes. Ils ne se plaignent pas beaucoup, courageux petits, mais ils le ressentent. J'ai un peu connu ça et j'en sais quelque chose. Je m'intéresse particulièrement à ces jeunes ours et j'aime bien leur montrer que je vois des cœurs de garçons chaleureux, honnêtes et pleins de bonnes intentions, malgré les bras et les jambes disgracieux et les têtes en pleine confusion. J'ai aussi de l'expérience. N'ai-je pas transformé un petit garçon en homme qui fait la fierté et l'honneur de sa famille? Je témoigne que tu as essayé, dit Laurie avec un regard reconnaissant. Et j'y ai réussi au-delà de mes espérances, parce que te voilà un homme d'affaires sérieux et sensé qui fait beaucoup de bien avec son argent et amasse des bienfaits pour les pauvres plutôt que des dollars. Mais tu n'es pas simplement un homme d'affaires. Tu aimes les bonnes et belles choses, en profites et en laisses la moitié aux autres comme autrefois.
Je suis vraiment fière de toi, Teddy, parce que tu t'améliores d'année en année et tout le monde le sent, même si tu ne leur permets pas de l'exprimer. Oui, et quand j'aurai mon troupeau, je te désignerai et je dirai « Voilà votre modèle, mes petits ». Le pauvre Laurie ne savait pas où se mettre, car bien qu'étant un homme, une partie de son ancienne timidité s'empara de lui au moment où cette explosion de louanges fit se tourner vers lui tous les visages approbateurs. « Je trouve que c'est trop, Joe, commença-t-il comme lorsqu'il était gamin. Je ne pourrai jamais assez vous remercier de tout ce que vous avez fait pour moi, hormis en faisant de mon mieux pour ne pas te décevoir. Tu m'as un peu délaissé récemment, Joe, mais j'ai néanmoins la meilleure des aides. Donc, si j'ai progressé, tu peux en remercier ces deux-là. » Et il posa gentiment une main sur la tête blanche de son grand-père, l'autre sur la blonde d'Amy, car tous trois n'étaient jamais trop éloignés les uns des autres. « Je pense vraiment que la famille est la plus belle chose du monde, » lança Joe, qui était d'une humeur inhabituellement enjouée à ce moment-là. « Lorsque j'aurai la mienne, j'espère qu'elle sera aussi heureuse que les trois que je connais et que j'aime le plus au monde. Si seulement John et mon Fritz étaient là, ce serait un petit paradis sur terre, » ajouta-t-elle plus doucement. Et ce soir-là, en allant dans sa chambre après une merveilleuse soirée de conseils, d'espoirs et de projets en famille, son cœur était si empli de bonheur qu'elle ne put se calmer qu'en s'agenouillant près du lit vide, toujours à côté du sien, en pensant tendrement à Beth. Ce fut une année stupéfiante à tout point de vue, car tout sembla se dérouler de façon inhabituellement rapide et charmante. Presque sans s'en apercevoir, Joe se retrouva marié et installé à Plumfield. Puis une famille de 6 ou 7 garçons poussa comme des champignons et s'épanouit étonnamment bien. Des garçons pauvres autant que des riches, car M. Lawrence découvrait sans arrêt des cas touchants d'indigence et suppliait les Baird de les prendre en pitié en échange de son aide financière. C'est ainsi que l'astucieux vieux monsieur contournait la fierté de Joe et lui fournissait le genre de garçon qu'elle appréciait le plus. Naturellement, au début, ce fut un travail ardu et Joe fit de curieuses erreurs. Mais le sage professeur la dirigea vers des eaux calmes plus sûres et le plus infernal des va-nu-pieds fut finalement conquis. Que Joe aimait sa nuée de garçons et que la pauvre chère tante Marge se serait lamentée si elle avait été là pour voir l'enceinte sacrée du coquet, impeccable Plumfield envahi de Tom, Dick et Harry. Il y avait une certaine justice en ceci après tout, car la vieille dame avait été la terreur de tous les gamins des kilomètres à la ronde et, désormais, les exilés se régalaient de prunes interdites, donnaient des coups de pied dans le gravier de leurs bottes sacrilèges sans être réprimandés et jouaient au cricket dans le grand champ où l'irascible vache à la corne tordue invitait les jeunes imprudents à avancer pour prendre des coups de corne. Ça devint une sorte de paradis pour les garçons et Laurie suggéra de le baptiser le Bear Kai, en guise de compliment pour son maître, un nom qui allait bien à ses habitants. Ce ne fut jamais une école chic et le professeur n'amassa pas une fortune, mais c'était exactement ce que Joe avait l'intention qu'elle soit. Un endroit heureux, ressemblant à un foyer pour des garçons ayant besoin d'éducation, de soins et de gentillesse. Chaque chambre de la grande maison fut bientôt occupée, chaque petit carré du jardin eut rapidement son propriétaire, une véritable ménagerie apparut dans la grange et la remise, car les animaux domestiques étaient autorisés, et 3 fois par jour, Joe souriait à son Fritz du bout d'une longue table où s'alignait de chaque côté une rangée de jeunes visages heureux, tous tournés vers elle avec un regard affectueux, des paroles confiantes et des cœurs reconnaissants pleins d'amour pour Maman Bear. Elle avait désormais suffisamment de garçons et ne se lassait jamais d'eux, même s'ils n'étaient en aucun cas des anges et que certains d'entre eux causaient au professeur et à la professorine beaucoup de tracas et d'angoisse. Mais sa foi en cette parcelle de bonté qui existe dans le cœur des plus méchants, des plus impertinents, des plus tentateurs, des petits va-nu-pieds lui offrait la patience, le talent et finalement la réussite. Car aucun enfant mortel ne pouvait résister longtemps à Papa Bear, qui rayonnait sur eux avec autant de bienveillance que le soleil, et Maman Bear, qui pardonnait 70 fois 7 fois. L'amitié des garçons, leur reniflement repentant et leur chuchotement après leurs mauvaises actions, leurs petites confidences drôles ou touchantes, leurs agréables enthousiasmes, espoirs et projets, et même leurs malheurs, car il leur valait encore plus d'affection de sa part, étaient très précieux pour Joe. Il y avait des garçons lents ou timides, faibles ou déchaînés, des garçons qui zézayaient et d'autres qui bégayaient, 1 ou 2 éclopés et un joyeux petit quarteron qui ne pouvait être accepté nulle part ailleurs, mais qui était le bienvenu au Bercail, même si certains avaient prédit que son admission ruinerait l'école.
Oui, Joey était une femme très heureuse. Malgré la rude besogne, l'angoisse et le vacarme perpétuel. Elle y prenait énormément de plaisir et trouvait les acclamations de ses garçons plus satisfaisantes qu'aucune louange venue du monde extérieur. Car, désormais, elle ne racontait plus d'histoires sinon à son troupeau d'enthousiastes partisans et admirateurs. Au fil des ans, 2 petits gars à elle vinrent enrichir son bonheur. Rob, prénommé ainsi en hommage à son grand-père, et Teddy, un bébé insouciant qui semblait avoir hérité du caractère solaire de son papa autant que de l'humeur gaie de sa mère. Comment ils parvenaient à survivre dans ce tourbillon de garçons, c'était un mystère pour leur grand-mère et leur tante. Mais ils s'épanouissaient comme des pissenlits au printemps et leur bonne d'enfants un peu brute les aimait et s'occupait bien d'eux. Il y avait de nombreuses fêtes à Plumfield et une des plus merveilleuses était la récolte de pommes annuelle, car à cette occasion, les March, les Lawrence, les Brooke et les Bear arrivaient en force et en faisaient une journée d'exception. 5 ans après le mariage de Joe, une de ces fêtes fructueuses se déroula. Une douce journée d'octobre, l'air empli d'une fraîcheur vivifiante qui redonnait du courage et fouettait sainement le sang dans les veines. Le vieux verger était paré de ses atours de fête. De la verge d'or et des astères bordaient les murs couverts de mousse. Les sauterelles bondissaient vivement dans l'herbe desséchée et les criquets stridulaient comme des joueurs de pipeau dans des festivités. Les écureuils étaient occupés à leur petite récolte, les oiseaux les taquinaient de leurs adieux depuis les aulnes de l'allée, et tous les arbres se tenaient prêts à faire pleuvoir une averse de pommes rouges et jaunes à la première secousse. Tout le monde était là. Tout le monde riait et chantait, grimpait et dégringolait. Tout le monde affirmait qu'il n'y avait jamais eu journée aussi parfaite ou groupe aussi joyeux pour en profiter. Et tout le monde s'abandonnait au simple plaisir du moment aussi librement que si des choses telles que les soucis ou le chagrin n'existaient pas. Monsieur March se promenait placidement, citant Tusser, Collumen à Monsieur Lawrence, tout en profitant du doux jus vineux de la pomme. Le professeur arpentait les allées herbeuses comme un corpulent chevalier teutonique, avec une gaule pour lance, menant les garçons qui formaient une vraie compagnie de pompiers armés de crochets et d'échelles, et faisait des merveilles en matière de culbute au sol ou des hauteurs. Laurie se consacrait aux petits, promenait sa fille dans un boisseau, faisait grimper Daisy au milieu des nids d'oiseaux et empêchait Rob, l'aventurier, de se briser le cou. Madame March et Meg étaient perchées sur des tas de pommes comme 2 pommones, triant les arrivages qui ne cessaient de s'y déverser, tandis qu'Amy, arborant une belle expression maternelle, dessinait les divers groupes et surveillait un gamin pâle qui, assis, la regardait d'un air adorateur, sa petite béquille près de lui. Ce jour-là, Joe était dans son élément et courait dans tous les sens, sa robe relevée, son chapeau partout sauf sur sa tête et son bébé coincé sous son bras, prêt à n'importe quelle aventure qui se présenterait. Le petit Teddy était béni des dieux, car rien ne lui arrivait jamais et Joe n'était jamais anxieuse qu'un des gamins le fît disparaître en haut d'un arbre, qu'il galopât sur le dos d'un autre ou que son indulgent papa, qui croyait en bon allemand que les bébés pouvaient digérer n'importe quoi, du chou en saumure au bouton, en passant par les ongles et leurs propres petites chaussures, le gravat de pommes rainettes grises. Elle savait que le petit Ted finirait par revenir, sain et sauf et rose, sale et serein, et elle accueillait toujours son retour avec chaleur, car Joe aimait tendrement ses bébés. À 4 heures, ils firent une pause, et les paniers demeurèrent vides. Les ramasseurs se reposèrent et comparèrent leurs accros et leurs bleus. Puis Joe et Meg, avec un détachement des plus grands des garçons, installèrent le souper sur l'herbe, car le thé au grand air venait chaque fois joyeusement couronner la journée. La terre était littéralement inondée de lait et de miel en de telles occasions, car les gamins n'étaient pas obligés de rester à table, mais étaient autorisés à partager tous les rafraîchissements qu'ils souhaitaient. La liberté étant la sauce préférée de toutes les âmes d'enfants. Ils profitaient de ce rare privilège au maximum. Certains s'essayaient à l'agréable expérience de boire du lait en se tenant sur la tête, d'autres ajoutaient du charme au jeu de saute-mouton en mangeant de la tourte pendant les interruptions. Les petits gâteaux étaient semés partout dans le champ et des chaussons aux pommes étaient perchés dans les arbres comme une nouvelle race d'oiseaux. Les fillettes avaient leur propre thé privé et Ted errait à sa guise au milieu des victuailles. Lorsque plus personne ne put rien avaler, le professeur proposa le premier véritable toast, toujours porté à ce moment-là, à tante March, que Dieu la bénisse. Un toast porté chaleureusement par cet homme bon qui n'oubliait jamais ce qu'il lui devait et bu en silence par les garçons à qui on en avait appris à chérir sa mémoire.
Maintenant, au 60e anniversaire de grand-mère, longue vie à elle, un banc pour elle. Celui-ci fut porté avec ravissement, comme vous pouvez vous en douter. Et les hurrahs, une fois partis, il fut difficile de les arrêter. On trinqua à la santé de chacun, de M. Lorenz, considéré comme leur protecteur tout particulier, jusqu'au cochon d'Inde stupéfait qui s'était égaré loin de son propre domaine à la recherche de son jeune maître. Demi, en tant qu'aîné des petits-enfants, offrit alors à la reine du jour de nombreux cadeaux, en telle quantité qu'ils furent transportés sur les lieux de la fête dans une brouette. Parmi eux, quelques présents amusants. Mais ce qui aurait semblé plein de défauts aux yeux d'aucuns était un ornement pour ceux de grand-mère, car les enfants avaient fabriqué tous leurs cadeaux. Chaque point effectué par les petits doigts patients de Daisy sur les mouchoirs qu'elle avait ourlés était plus ravissant que de la broderie au regard de Madame March. La boîte à chaussures de Demi était un miracle de talent pour la mécanique, même si le couvercle ne fermait pas. Le tabouret bas de Rob branlait sur ses pieds inégaux, ce qu'elle déclara très apaisant. Et aucune page du précieux livre que lui offrit la fille d'Amy n'était plus belle que celle où apparaissait en majuscule bancale « Pour ma chère grand-mère » de la part de Bess. Durant cette cérémonie, les garçons avaient mystérieusement disparu. Et lorsque Madame March tenta de remercier ses enfants et s'effondra, Teddy essuyant ses larmes avec son tablier, le professeur se mit brusquement à chanter. Puis au-dessus de lui, les paroles furent reprises par d'autres voix, l'une après l'autre, et d'arbre en arbre résonna la musique de la chorale invisible tandis que les garçons chantaient de tout leur cœur la chansonnette que Joe avait écrite, Laurie mise en musique et le professeur apprise à ses garçons afin qu'ils l'interprètent le mieux possible. Cette absolue nouveauté connut un immense succès. Madame March n'en revenait pas de sa surprise et insista pour serrer la main de chacun des oiseaux sans plumes, des grands Franz et Émile au petit quarteron qui avait la voix la plus douce de tous. Ensuite, les garçons se dispersèrent pour s'amuser une dernière fois, laissant Madame March et ses filles sous l'arbre de fête. Je pense que je ne devrais plus jamais me surnommer Joe la malchanceuse, maintenant que tous mes vœux ont été si merveilleusement exaucés, dit Madame Bear en sortant le petit poing de Teddy du pichet de lait qu'il barattait avec ravissement. Pourtant, ta vie est très différente de celle que tu imaginais il y a longtemps. Tu te souviens de nos châteaux en Espagne demanda Amy, souriant en observant Laurie et John qui jouaient au cricket avec les garçons. Chers hommes, ça me fait chaud au cœur de les voir oublier leurs affaires et s'amuser, pour une fois, répondit Joe, qui parlait maintenant de façon maternelle de toute l'humanité. Oui, je me souviens, mais la vie que je désirais me semble maintenant égoïste, solitaire et glaciale. Je n'ai pas encore perdu l'espoir d'écrire un bon livre, mais je peux attendre et je suis sûre qu'il n'en sera que meilleur grâce aux expériences et aux exemples tels que ceux-ci. Et Joe désigna les garçons pleins d'entrain au loin, puis son père, appuyé au bras du professeur, tous deux faisant des allers-retours au soleil, plongés dans une de ces conversations que tous deux appréciaient tant. Enfin sa mère, trônant au milieu de ses filles, leurs enfants à leurs pieds ou sur leurs genoux, comme si toutes trouvaient du soutien et du bonheur dans ce visage qui ne vieillissait jamais à leurs yeux. Mon château est celui qui est le plus près de s'être réalisé. Je demandais des choses splendides, c'est sûr, mais au fond de mon cœur, je savais que je me satisferais d'une petite maison et de John et d'adorables enfants comme cela. J'ai tout grâce à Dieu et je suis la femme la plus heureuse du monde. Et Meg posa la main sur la tête de son grand garçon, le visage débordant de tendresse et de fervent contentement. Mon château est très différent de celui que j'avais prévu, mais je n'y changerai rien, même si, comme Joe, je n'ai pas renoncé à tous mes espoirs en matière d'art et ne me limite pas à aider les autres à assouvir leurs rêves de beauté. J'ai commencé à modeler une sculpture de bébé et Laurie dit que c'est la meilleure chose que j'ai jamais réalisée. Je le pense aussi, et j'ai l'intention de le faire en marbre pour que, quoi qu'il arrive, je puisse au moins conserver une image de mon petit ange. Tandis qu'Amy parlait, une grosse larme tomba sur les cheveux blonds de l'enfant qui dormait dans ses bras. Car sa fille unique adorée était une petite créature fragile et la crainte de la perdre était la seule ombre dans la vie lumineuse d'Amy. Cette croix faisait beaucoup pour le père et la mère, car l'amour et le chagrin les liaient étroitement l'un à l'autre. Le caractère d'Amy devenait plus doux, plus profond et plus tendre. Laurie devenait plus sérieux, plus fort et ferme, et tous deux apprenaient que la beauté, la jeunesse et la chance, et même l'amour, ne pouvaient protéger personne des soucis et de la peine, de la perte et du chagrin, même les plus bienheureux, car dans chaque ville doit pleuvoir, certains jours se doivent d'être sombres, tristes et maussades. Elle va mieux en grandissant, j'en suis sûre, ma chérie. Ne te décourage pas, mais espère et reste heureuse, dit Madame March, tandis que Daisy, la fillette au cœur tendre assise sur ses genoux, se penchait pour poser sa joue rose contre celle pâle de sa petite cousine.
Je ne devrais pas puisque je t'ai pour me rasséréner, Marmie, et que j'ai Laurie pour se charger de la moitié du fardeau, répondit Amy avec chaleur. Il ne me montre jamais ses angoisses, mais il est si doux et patient avec moi, si dévoué à Beth, c'est toujours un tel soutien et réconfort pour moi que je ne peux jamais lui témoigner assez d'amour. Donc, malgré ma propre croix, je peux dire comme Meg, grâce à Dieu, je suis une femme heureuse. Je n'ai pas besoin de le dire, car tout le monde peut constater que je suis bien plus heureuse que je ne le mérite, ajouta Joe, son regard passant rapidement de son mari si bon à ses enfants potelés qui faisaient des culbutes dans l'herbe près d'elle. Fritz grisonne et s'empâte, et je deviens aussi mince qu'une ombre, et j'ai plus de 30 ans. Nous ne serons jamais riches, et Plumfield peut brûler en une nuit, car cet incorrigible Tommy Banks continuera à fumer des cigarettes de contonie voyageuse sous ses draps, même s'il s'est déjà 3 fois mis le feu. Mais malgré ces réalités peu romantiques, je n'ai à me plaindre de rien et je n'ai jamais été aussi folichonne de toute ma vie. Excusez cette remarque, mais à vivre au milieu de garçons, je ne peux m'empêcher d'utiliser leurs expressions de temps à autre. Oui, Joe, je pense que tu feras une bonne récolte, commença Madame March en faisant peur à un gros criquet noir qui fixait Teddy décontenancé. Pas aussi bonne que la tienne, maman. La voilà, et nous ne pourrons jamais te remercier assez de tes patientes semailles et récoltes, s'écria Joe avec l'aimante impétuosité qu'il n'avait jamais abandonnée. J'espère qu'il y aura davantage de blé et moins d'ivraie chaque année, dit doucement Amy. Une grande gerbe, mais je sais qu'il y a de la place dans ton cœur pour elle, chère Marmie, ajouta Meg avec tendresse. Touchée au plus profond de son cœur, Madame March ne put que tendre les bras, comme pour rassembler ses enfants et ses petits-enfants contre elle, et déclara, le visage et la voix pleins d'amour maternel, de gratitude et d'humilité, « Oh mes filles, aussi longtemps que vous vivrez, je ne peux vous souhaiter un plus grand bonheur que celui-ci. » Voilà, et c'est la fin des 4 filles du Dr March. Et de Marmie, quand même. Une école de garçons. J'ai aimé lire ce livre, mais évidemment qu'il y a beaucoup de choses en lien avec la religion, en lien avec l'époque, comment on considère les devoirs de la femme et tout ça qui me font très mal quand je lis, mais en même temps, il y avait des choses très belles et j'ai été très émue, je crois. Non, en fait, je n'ai rien ressenti. Voilà, je vais vous le dire, franchement. Je n'ai rien ressenti du tout à la lecture de ce livre. Non, je plaisante. Enfin, je crois que si vous regardez les vidéos, vous saurez. Est-ce que j'ajoute quelque chose ? Oui, quand même, tout de même. Je vais vous lire 2 choses que j'aurais dû lire il y a quelques lectures déjà. Un poème que j'ai trouvé en ouvrant le livre et ça tombait magnifiquement avec la lecture que j'avais faite, mais finalement ça pourrait aussi aller avec Monsieur Baird peut-être aujourd'hui, et c'est dans le livre Un homme pareil aux autres de René Maran aux éditions du Typhon. Aïe. Je me fais piquer par les moustiques. Est-ce que je commence un peu avant ? Je vais commencer là.
Je vais commencer là, une page avant. Je ressuscite sans effort, après tant d'années, les 3 dernières semaines de ce septembre que nous passâmes dans une ville d'eau. Le précoce automne s'annonça par des pluies. Nous nous résolûmes d'un commun accord, avant de nous décider à regagner Bordeaux, à faire une visite d'adieu au site qui nous avait plu. Moins promenade que pèlerinage, ces courses furent un enchantement. L'empreinte de nos pas s'enfonça dans le sable des Pinèdes. Nous allions à l'aventure. Pour nous, l'essentiel, c'était d'arriver nulle part. Nous allions. Tour à tour, à nos yeux charmés s'offraient l'étendue océane et les dunes. Celles-ci chauffaient au soleil leur immobile marée, tandis que les vagues, s'engouffrant dans les interstices des roches, flagellaient les brisants. Notre amitié tendre ne devait pas, selon nous, s'effriter au flot des jours. Notre bonheur un peu trouble devait résister aux fortunes contraires. Cette pensée secrète que chacun de nous faisait sienne nous rapprochait parfois, chastement. De retour de nos promenades, nous aimions aller nous reposer sous les frondaisons du grand parc. L'ombre calme y protégeait la candeur de nos jeux faussement innocents. Car il l'était. Mais nous ne le savions pas encore. Entre les arbres droits et chantants, des lambeaux de ciel paraissaient. Nous avions de grands rires, vite éteints, des larmes puériles. Des feuilles tombaient en tournoyant. Nous les poursuivions comme en rêve, et de les comparer à la fin d'un amour, et de rire de cette comparaison, pauvres aveugles qui ne voyaient pas le feu dont ils brûlaient ou qui ne voulaient point le voir. Les nuits devinrent peu à peu plus fraîches. Un matin, l'avant-dernier, dès Potron-Minet, nous quittâmes la pension de famille où nous séjournions depuis le début du mois d'août, pour aller voir se lever le soleil. Le vent nous flattait de sa caresse, qui nous apportait, mêlés, les parfums de la résine et ceux de l'océan. Une rouge barre raya l'est. Enfin, autour de nous naissait un long murmure, à quoi, en sourdine, se joignit le frémissement du vent entre les feuilles. Nous n'entendions plus rien. Nous n'écoutions plus rien. Seuls, baignés de la lumière avant-courrière du soleil qui gravitait par l'espace, un même élan unit nos lèvres. Et ne nous occupant que de nous seuls, les yeux pleins de larmes heureuses depuis trop de jours contenus, nous nous sourîmes doucement l'un à l'autre, sans voir le soleil en sa gloire s'épanouir au-dessus de la mer. Je ne vous ai pas gardé en mes bras, ô mon ami. Je vous ai rejeté de mon cœur. Une à une, les années ont fui. Et me voilà à présent, loin de vous, seul avec ma tristesse, votre souvenir voilé et un autre amour, à Matadi, pays du soleil, de la soif et des rocs de latérite. Jacqueline, je vous ai aimé d'amitié. Ce n'est que bien plus tard que je me suis rendu compte que cette amitié-là était déjà de l'amour et que vous aviez été mon premier amour. Je vous ai perdu de vue. Vous vous êtes marié sans doute. Vous m'avez peut-être oublié. Pourquoi reparaissez-vous en ma mémoire après une si longue absence? Est-ce pour voler au secours de Clarisse? Est-ce, au contraire, pour me prouver que je n'oublierai pas plus André Mariel que je ne vous ai oublié? Clarisse, ma pauvre Clarisse, mieux vaut pour nous admirer le cours du Congo que de savoir ce qui se passe en mon cœur de nègre, en mon pauvre cœur d'homme. Quand on aime, il ne faut rien dire. Il vaut bien mieux s'en cacher même. Rien ne peut valoir le sourire qui ne saura jamais qu'on l'aime. La plus durable des tendresses est celle qu'on avoue à peine. Oh, le délice des caresses dont toute la douceur est vaine. Des moindres gestes économes, pour cet amour lucide et sombre, un battement de cils est comme un murmure achevé dans l'ombre. Passion chère qu'on étouffe, à la fois veuve et fiancée, sous la crépusculaire touffe du silence de la pensée. Pour peu que la mémoire ordonne vos nuances sentimentales, vous charmerez l'extrême automne de nos promenades mentales. Je me récite tendrement, les caressants de la voix, les vers du petit poème que je viens de composer au cours de ma promenade. Plus tard, lorsque je les lui chuchoterai à l'oreille, elle verra bien que l'éloignement ne m'empêchait pas de penser à elle. Voilà, c'est tout, c'est l'extrait que je voulais lire. Est-ce que
Je ne suis pas sûre de ce que dit Jo. Sans doute qu'elle était trop jeune pour dire que le premier amour était le plus fort. En tout cas, ça m'a jamais fait ça. Je ne sais pas. D'aucuns diront, mais tu n'avais pas aimé. En fait, avant. Je ne sais pas. D'aucuns ou d'aucune. Je suis vraiment très mal assise. Ça ne se voit pas, mais je suis entre deux bosses. Mais je cherche un livre, c'est fou. Je l'ai encore perdu. Aïe. J'ai mis ma main sur une ortie. Voilà. C'est toujours comme ça que ça se passe. Bon, très bien, très bien. J'ai encore oublié ou perdu un livre. Ah bah non, il est là. Et c'est un texte qui ne convient pas. Mais j'y pensais l'autre jour. Mais je le trouve très beau ce texte. Il correspond beaucoup plus à notre époque qu'à celle des 4 filles du Dr March. Sans doute. Et moi, à vrai dire, ça m'est... Même si je l'ai souhaité plusieurs fois, ça m'est pas vraiment arrivé, en tout cas du côté opposé. Enfin. Plusieurs fois, pas souvent non plus, mais tout au long de ma vie, je veux dire. Et je suis bien plus vieille que Joe, je dois avoir deux fois son âge. J'ai bien plus de 40 ans. Cette nuit, j'ai dormi à côté d'un homme. C'est tout ce que je voulais. Me blottir contre une peau, contre un épiderme chaud. Quelqu'un qui accepte d'être allongé et de me prendre dans ses bras sans essayer d'obtenir plus. L'homme qui a dormi avec moi cette nuit n'a eu aucun geste déplacé. Il s'est allongé sur le dos et m'a laissé venir me nicher au creux de son épaule. Il sentait bon. Il s'était douché et rasé de près. L'odeur de son corps affleurait sous celle des savons. Dire que l'on a dormi serait une exagération. On a parlé une grande partie de la nuit. J'écoutais sa voix grave et je réalisais parfois que c'était sa peau qui me servait d'oreiller. Je le touchais, il me touchait. Jamais ce verbe-là ne m'a semblé plus juste. Il me touchait littéralement tout comme sa prévenance me touchait. On a parlé de tout et de rien, de faits divers, de films que l'on avait vus, de séries télé de notre enfance, de l'apathie dans laquelle le pays tout entier semble avoir plongé la tête. On a parlé de Dieu et de concerts de rock. On a parlé de nos pires et meilleurs souvenirs. On a parlé de la meilleure herbe que l'on ait fumée, de nos vins préférés. On a parlé de nos voyages, beaucoup, et des gens que l'on a aimés, un peu. C'était à la fois beau et doux, inoffensif et tendre. Jamais ma main n'a cherché une chose que je ne souhaitais pas, jamais la sienne n'a franchi les limites implicites de notre étreinte. J'ai pensé que j'aurais aimé qu'un autre homme soit à sa place et je lui ai dit. Il m'a avoué qu'il aurait aimé qu'une autre femme que moi soit dans ses bras. Lui aussi transportait un lourd et terrible chagrin d'amour. À un moment, il s'est tu et sa respiration est devenue plus lourde, plus lente. J'ai écouté son cœur qui me parlait encore. J'ai respiré sa peau qui me racontait de belles histoires. C'était une nuit de vie intense. Il est parti très tôt ce matin. C'était convenu, il devait se rendre au travail alors que je n'ai plus aucune raison de travailler. Je me suis levée à sa place pour profiter du creux et de la chaleur laissée par son corps. J'aurais aimé absorber jusqu'à la moindre molécule qu'il avait abandonnée dans mon lit. Cette nuit n'a pas été la plus belle nuit de ma vie. Cette nuit a été une très belle nuit et cela a suffi à ma joie. Je trouve très beau ce texte.
d'Éric Pessan, un chagrin d'amour avec le monde entier, avec les illustrations de Sylvie Sauvageon. Les éditions Le Chemin de Fer. Et l'autre, on était chez les éditions du Typhon pour René Maran. Mais je crois que je l'ai dit, je ne sais plus. Bon, tout ça pour vous dire que je me fais manger par les moustiques partout. Et que en plus je suis un... Bref, je vous raconte pas ma vie. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Néanmoins, c'est vrai que les relations qu'ils peuvent avoir entre eux, que ce soit Meg et John, Teddy et Amy, ou Joe et Frédéric, ce sont des belles relations. Je me suis encore fait piquer. Allez, merci beaucoup, faites bien attention à vous surtout et à bientôt.